Je voudrais parler de plusieurs points: la nature de l'antisémitisme actuel, l'intensité de l'antisémitisme actuel et le problème des résistances à l'antisémitisme actuel. La nature de l'antisémitisme actuel... C'est bon. Je prépare un grand geste et hop, je dois le rattraper tout de suite. Ça va comme ça? C'est très bien. Alors, la nature de l'antisémitisme actuel. On parle beaucoup du nouvel antisémitisme, et en fait, le nouvel antisémitisme est une notion que nous connaissons depuis à peu près 70 ou 80 ans. La première fois que je l'ai vu apparaître, la notion de nouvel antisémitisme, ça marche? C'est bon. C'est en 1938. La notion de nouvel antisémitisme en 1938 désignait un antisémitisme qui vient de gens qui normalement n'auraient pas dû être antisémites ou qui précédemment n'étaient pas antisémites. Par exemple, des gens de gauche qui accusaient les juifs d'être bellicistes et d'être responsables de la tension croissante entre la France et l'Allemagne. Le nouvel antisémitisme, on le retrouve massivement au début des années 50 dans l'ensemble du monde occidental et en France, avec la flambée d'antisionisme violent que développent les communistes, en écho de la flambée d'antisémitisme qui se développe en URSS et dans les démocraties populaires. Et donc il y a une attaque très violente d'antisionisme, où on dit on n'est pas antisémite, on est antisioniste, exactement comme on le dit aujourd'hui. Et bien entendu, la grande flambée de nouvel antisémitisme, et nous appelions ça à l'époque le néo-antisémitisme, c'est entre 67 et après 67, Michel en a parlé, bien entendu, il y a un développement d'antisémitisme camouflé en antisionisme. Je veux signaler, je veux rappeler, parce que je suis allé chercher le document à Paris, que la dernière fois, je voulais être vraiment sûr. La déclaration de Benoît Frachon. Benoît Frachon était secrétaire général de la CGT, il est devenu président de la CGT. Il a fait une déclaration absolument effrayante au milieu du mois de juin 1967, où il décrit une cérémonie au mur des lamentations à laquelle ont participé les Rothschild de France sont venus, etc. Et il décrit ça d'une manière absolument effrayante, une espèce de réunion satanique avec les représentants d'une tribu célèbre pour l'oppression qu'elle fait peser sur un texte purement antisémite et directement antisémite. Et je l'ai montré à plusieurs personnes sans dire de qui était ce texte, et ils ont dit, bah oui, forcément, c'est l'extrême droite, c'est les nazis. Voilà, c'est toujours la même chose, je ne peux pas parler, je suis désolé. J'arrive pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le nombre d'ouvrages et d'articles qui ont été écrits par les juifs entre 1967 et 1973 sur le néo-antisémitisme n'est pas tellement éloigné du nombre de livres qu'on publie aujourd'hui sur le nouvel antisémitisme. Savoir cette notion, nous l'avons déjà vécue, nous l'avons déjà traversée, nous l'avons déjà commentée avec toutes les argumentations possibles sur les différents types d'antisionisme, différents types de néo-antisémitisme. C'est quelque chose qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il s'avère, et c'est pour ça que je veux conclure sur ce point, sur la nature de l'antisémitisme, il y a toujours les diverses formes qui nous accompagnent. Il y a la forme classique néo-nazie, il y a la forme nouvelle antisioniste de gauche, alors aujourd'hui c'est islamo-gauchiste, bien entendu, dont nous avons parlé, bien entendu. Il y a les formes étranges. On vient de fêter en France le 50e anniversaire commémorer le 50e anniversaire de la rumeur d'Orléans en 1969. C'est 50 ans, la rumeur d'Orléans, une espèce de rumeur populaire qui a saisi une bonne partie de la ville d'Orléans, selon laquelle les commerçants juifs kidnappaient les jeunes femmes. Bon. Alors, ça c'est un autre type d'antisémitisme. Les antisémitismes se cumulent, se combinent, s'adaptent évidemment, aux modifications du temps. Et donc, l'idée qu'on retrouve chez certains aujourd'hui, et je vais conclure sur ce point, l'idée à savoir, il n'y a maintenant que le nouvel antisémitisme, il ne faut pas s'occuper de l'antisémitisme d'extrême droite, il n'existe pas. C'est faux. Et il y a également des gens qui font exactement le raisonnement inverse.
À savoir, le vrai antisémitisme, c'est l'extrême droite, c'est Alain Sorel, par exemple, ou des gens comme ça, alors qu'à gauche, il ne faut pas exagérer, ou les musulmans, il ne faut pas exagérer. C'est faux. Il y a les deux. Ganze et Ganze, c'est tout. Les deux, et je dis les deux, je dis c'est aussi les trois, ça peut être les quatre. Il y a sans arrêt des nouvelles formes, l'antisémitisme est très créateur, il est très imaginatif, etc. Il s'adapte toujours aux conditions nouvelles, il reprend des thématiques anciennes, mais il les modifie, L'antisémitisme est très créateur, très... Donc, quand on discute de la nature de l'antisémitisme, et je conclus sur ce point, l'antisémitisme est une totalité avec plusieurs aspects, plusieurs types de résonance, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. L'intensité. Où en sommes-nous maintenant sur l'échelle des intensités? Et ça, c'est une question qui mérite d'être approfondie. Il y a en gros trois indicateurs qu'on utilise, trois indicateurs quantitatifs qu'on utilise pour mesurer l'antisémitisme et pour le comparer d'une année sur l'autre ou d'un pays par rapport à l'autre. Il y en a trois, je les mentionne très vite et j'insisterai plus sur un de ces indicateurs. Un des indicateurs, c'est les sondages d'opinion qui se développent depuis 1945, et les sondages d'opinion permettent de voir comment évolue la manière dont les juifs sont perçus par une population. Pourvu qu'on pose les mêmes questions tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ça nous permet de dresser des courbes et d'arriver à des conclusions qui sont très intéressantes. Il y a certains types de questions qui donnent toujours des résultats de plus en plus positifs, et il y a d'autres types de questions qui donnent toujours des résultats de plus en plus négatifs. Pas le temps de rentrer dans cette problématique, c'est intéressant. Le deuxième indicateur qu'on utilise et que je vais uniquement mentionner, c'est l'évolution électorale des forces politiques qui soit sont ouvertement antisémites, soit sont à potentiel antisémite. Que représente-t-il dans les élections? Que représente-t-il dans la... Alors, c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours facile à apprécier, mais c'est un indicateur qui permet les comparaisons. Le troisième indicateur qu'on utilise, et qui est celui qui est le plus fréquemment utilisé, le plus généralement utilisé, c'est l'indicateur des violences, petites violences ou grandes violences contre les juifs. C'est un indicateur qui couvre la totalité du monde occidental. Dans chaque pays, il y a plus ou moins, en gros, je vais très vite, une structure juive qui collecte les informations et une structure d'État qui collecte les informations. Un exemple, aux États-Unis, c'est à la fois le FBI qui a des statistiques sur les crimes de haine, ce qu'on appelle, y compris les crimes contre les juifs, et en même temps la ADL, l'Anti-Defamation League, qui collecte des informations. C'est voilà pour la plupart des pays, c'est là pour la France aussi, il y a en général deux structures. Ça nous donne la possibilité d'établir sur 50 ans ou 70 ans la manière dont évolue le phénomène. Là, je vais très vite pour être concis. On a enregistré jusqu'au début de 2000, c'est-à-dire jusqu'à la vague actuelle, si vous voulez, on a enregistré depuis 1945 trois vagues de violence contre les juifs. L'une des plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, ce qu'on appelait l'épidémie des croix gammées en 1959-1960. Il y a eu une vague de violence contre les juifs dans l'ensemble du monde occidental qui a duré à peu près quelques mois, avec des désécrations de cimetières, des attaques contre les juifs dans la rue, des attaques contre des locaux juifs. Ça s'est appelé l'épidémie des croix gammées. La deuxième vague significative, qui était d'intensité plus grande et de durée plus longue, a été la vague qui a commencé en 1974 et qui va durer jusqu'en 1982. C'était une vraie vague, hein, avec toutes les rhétoriques dramatiques, les nazis sont-ils de retour, etc., etc. C'était une vague. La troisième vague a commencé à la fin des années 80 et va atteindre son maximum en Europe, aux États-Unis un peu plus tard, mais en Europe en 1992-1993. Entre ces vagues, de longues périodes de descente, de longues périodes de calme, jamais de calme absolu, ça descend jamais à zéro, mais de calme relatif, et notamment le calme le plus impressionnant, et le calme de la fin des années 90. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la fin des années 90, le nombre d'incidents anti-juifs en France approche de zéro, il racle le zéro. Jamais zéro, mais il racle le zéro. Et soudain, nous entrons avec la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième intifada, nous entrons dans une vague
qui est la vague actuelle, une vague qui ne s'est pas terminée. Les autres vagues se sont terminées au bout de quelques mois ou de quelques années. Nous sommes toujours dans la vague qui a commencé, la vague de violence qui a commencé en l'an 2000, et nous y sommes toujours. Certaines années sont plus fortes, d'autres années sont moins fortes, mais il y a deux caractéristiques à cette vague qui n'étaient pas dans les vagues précédentes. Je vais très vite. D'une part, c'est une vague du point de vue des violences. On parle des violences, je n'entre pas dans la méthodologie des violences. C'est un problème très compliqué qu'on retrouve dans chaque pays. Comment collecter l'information, comment vérifier que l'information est exacte, qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on n'a pas, alors qu'on soupçonne qu'elle a existé. C'est un problème, ce qu'on appelle le chiffre noir en sociologie, des événements dont on sait qu'ils ont eu lieu, mais on les a passés ici. Je n'entre pas dans ces questions, sachant que ce n'est pas si simple, et qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait, et encore plus de travail qui doit être fait. Je vais à l'essentiel. Cette vague est plus violente que les précédentes, parce que elle associe deux éléments, une jeunesse, comment je la qualifierais, en France une jeunesse française, en Allemagne une jeunesse allemande, en Angleterre une jeunesse anglaise, et ça, c'est ce qu'on avait vu dans les vagues précédentes, et à quoi s'ajoute une jeunesse musulmane nouvelle, c'est l'élément nouveau, si vous voulez, de cette vague par rapport aux vagues précédentes, avec tout ce que ça implique, ça augmente le degré de violence, ça fait que les attaques contre les juifs proviennent des deux cas, en général, des deux directions, en général, une profanation de cimetière est faite par des Français ou des Allemands, non pas par des musulmans. Les musulmans ne profanent pas les cimetières. En revanche, les musulmans attaquent les juifs, attaquent les synagogues, les individus, etc. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, je veux juste donner quelques points, si vous voulez, très rapides sur 10 minutes. Okay. Quelques points très rapides sur la vague actuelle. Vague actuelle qui ne retombe toujours pas. Hein. On est toujours à un niveau assez élevé, bien que ça monte et ça descende. C'est une espèce c'est pas régulier, si vous voulez, mais on est toujours haut, si vous voulez. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les autres pays aussi. Donc ça vient des deux côtés. Le fait que ça vienne aussi des jeunes musulmans va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que d'abord, ça n'apparaît pas dans les statistiques. Et ça va mettre très longtemps jusqu'à ce que ça apparaisse dans les statistiques, parce que dans la plupart des pays, les statistiques enregistrent l'origine ethnique de la victime, elles n'enregistrent pas l'origine ethnique du coupable. Et donc, en général, on dit que ce sont des jeunes qui... Bon, le seul pays, enfin, vous comprendrez tout de suite pourquoi, le seul pays qui a introduit tout de suite la mention de l'origine ethnique du coupable, et pas simplement de l'origine ethnique de la victime, c'est l'Allemagne. Parce que pour l'Allemagne, c'était très important de montrer que ceux qui attaquent des juifs sont des musulmans, des jeunes turcs. C'est pas des Allemands. Pardon? C'est pas des Allemands. Oui, donc pour eux, c'était donc très important que dans les statistiques apparaisse aussi l'origine ethnique du coupable et pas seulement l'origine ethnique. La deuxième signification que ça a, et je vais très vite si vous voulez, je vais à l'essentiel. La deuxième signification que ça a, c'est qu'à partir du moment où il a été perçu par certains secteurs de l'opinion de tous les pays, et c'est vrai pour la France aussi bien entendu, que les auteurs sont des musulmans et non pas des gens d'extrême droite, et non pas des jeunes néo-nazis, disons, soudain la réaction a été totalement différente. Soudain la réaction a été, il faut comprendre, il faut pas punir, c'est pas si grave, c'est pas si dramatique. Je cite toujours le même exemple, vous connaissez le mouvement qui s'appelle le MRAP en France, qui existe aussi en Belgique, le MRAX. Dans les vagues précédentes, les vagues d'incidents précédentes contre les juifs, quand un petit groupe de jeunes, disons, profanait une synagogue, c'est terrible, ou attaquer un juif dans la rue, c'est terrible, c'est effrayant, ils doivent être punis. Et on leur disait, minute, c'est des jeunes, ils ont 18 ans, c'est toujours des jeunes de 18 ans, 18 à 20 ans, minute, du calme. Et le MRAP répondait en frappant, en tapant sur la table, c'est pas des jeunes, c'est des néo-nazis, ils doivent être punis. Bon, aujourd'hui, ce sont des mêmes, sauf qu'ils sont musulmans, qui attaquent de la même manière une synagogue, qui attaquent un juif dans la rue. Subitement, le langage devient différent, il faut comprendre, c'est des jeunes, il faut être indulgent, ils ont beaucoup souffert, on ne voit pas tellement pourquoi ils ont tellement souffert. Ok. Beaucoup d'études ont été faites, d'ailleurs je le mentionne en une
une phrase, beaucoup d'études ont été faites pour essayer de comprendre quelle est la nature de l'antisémitisme qui anime ces jeunes d'origine musulmane, ils sont déjà nés dans le pays depuis longtemps, la nature de l'antisémitisme qui les anime à l'égard des Juifs. Et toutes ces études, j'ai lu des études, une étude qui a été faite en Angleterre, une très sérieuse qui a été faite en Belgique, et il y en a plusieurs qui ont été faites en France, arrivent toutes à la même conclusion. Le conflit israélo-arabe joue un rôle de détenteur. C'est lui qui déclenche la violence, il faut participer à l'intifada, et donc on va attaquer des Juifs. Mais quand on commence à parler avec ces jeunes, quand on commence à comprendre ce que ces jeunes ont du point de vue de leur relation avec les Juifs, on découvre des thématiques qui sont des thématiques classiques antisémites. Un exemple, pour beaucoup de ces jeunes, les Juifs sont les représentants de la société occidentale à l'égard de laquelle ils ont une attitude ambiguë. D'un côté, ils aimeraient bien y rentrer, de l'autre côté, ils la détestent parce qu'elle est corrompue, du point de vue musulman, du point de vue idéologique. Et donc, le Juif est à la fois le représentant de quelque chose qui vous empêche d'entrer quelque part, et en même temps de quelque chose qui est dégénéré. C'est classique de l'antisémitisme, c'était vrai pour Drummond aussi. Le Juif, à l'époque de Drummond, à la fin du XIXe siècle, était à la fois le représentant de la société moderne, si vous voulez, de la société démocratique. Ça, c'est de l'antisémitisme classique. Ça n'a rien à voir, ou ça n'a pas tellement à voir avec le conflit israélo-arabe. On a affaire à un antisémitisme de type profond, de type réel, de type sérieux. Je voudrais quelques mots sur le problème des résistances à l'antisémitisme. On a parlé. Madame n'entend rien depuis tout à l'heure. On entend quelqu'un qui dit qu'on n'entend rien. Qu'est-ce que vous pourriez parler plus fort? Alors, parlez plus fort. Alors, je vais essayer. Le problème des résistances à l'antisémitisme est un problème de fond, et je vais le résumer. On connaît tous le problème. Quand un pays est un pays démocratique, il a énormément de mal à limiter la liberté d'expression. Un point, c'est tout. La liberté d'expression est une des valeurs fondamentales de tout régime démocratique. Et qui veut réduire l'antisémitisme tel qu'il s'exprime dans les journaux, tel qu'il s'exprime dans les publications, est quelqu'un qui demande une limitation de la liberté d'expression. Et c'est pour ça que ça marche mal. Mais c'est un problème inhérent, c'est un problème structurel de toute démocratie, y compris celle d'un petit pays du Moyen-Orient qui nous est cher, et dont je ne parlerai pas maintenant. C'est un problème classique de toute démocratie. Et donc, les résistances à l'antisémitisme sont relativement faibles. Il y a une étude qui va sortir maintenant, j'ai vu le manuscrit, une étude qui m'a absolument sidéré. Dans les années 50 et 60, dans la grande majorité des procès pour antisémitisme qui se sont déroulés en France, 50 et 60, y compris contre des anciens collaborateurs, y compris contre des nouveaux antisémites, tout ce que vous voulez, la partie juive a pratiquement perdu la totalité des procès. C'est la France d'après la Shoah, c'est une France républicaine, c'est une France démocratique, c'est une France où il y a déjà une législation contre l'antisémitisme, ce qu'on appelait le décret-loi Marchanteau, qui a été voté en 1939, rétabli en 1945. Et chaque fois qu'il y a un procès, y compris pour des trucs absolument effrayants, au quartier latin, un cinéma veut projeter le film nazi, le juif sus. Bon. Alors, la LICA et les Juifs essaient de protester pour empêcher la projection. Non. Alors on va au tribunal, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut ceci, il faut cela, liberté d'expression, liberté de... etc. Et on parle des années qui ont suivi la Shoah. On parle des années 50 et 60, avec des partis politiques. Les partis politiques au pouvoir sont des partis politiques dont la plupart des dirigeants ont été résistants, sinon ils n'auraient pas été chefs de partis politiques dans les années 50 et 60, s'il vous plaît. Et donc, il y a une limitation profonde à la possibilité qu'ont les sociétés démocratiques de limiter l'antisémitisme. Je vais parler très vite du problème des résistances juives.
Et là, je veux dire quelque chose d'assez triste que j'observe de très près. Il y a plusieurs niveaux dans la montée de l'antisémitisme. Il y a le premier niveau, quand il n'y en avait pas, et soudain il y en a un peu. C'est la période merveilleuse. La période merveilleuse. Parce qu'il y en a juste assez pour exciter tout le monde et énerver tout le monde, et il n'y en a pas beaucoup pour que ça vienne au pouvoir. Tout le monde proteste contre l'antisémitisme. Chaque fois que les Juifs demandent des signatures pour protester, on proteste et on signe, etc. C'est là qu'on entend chez certains Juifs, et je ne sais pas si ça rappelle des choses à certains d'entre vous, des déclarations de type matamor. On va leur montrer qui on est, on va leur casser la gueule. Le temps du juif persécuté est fini, on va leur casser la gueule. C'est possible parce que l'antisémitisme est petit. Et la société, dans sa grande majorité, réagit contre. Il y a une deuxième étape, il y a un deuxième niveau, et je considère qu'on y est maintenant. À savoir, c'est petit, mais c'est plus tout à fait petit. Et on voit déjà les craquements. Et certains des craquements ont été évoqués par Nathalie et par Michel. Et on voit déjà les craquements. Les Juifs ne parlent plus de la même manière. Je ne trouve plus le matamor maintenant. Moi, je cherche le matamor, c'est-à-dire le petit malin qui dit on va prendre des copains et on va leur casser la gueule. Fini les matamors. Parce qu'ils comprennent que le rapport des forces est très simple. Nous sommes 1% en France. Les Juifs sont toujours une petite minorité dans le pays. Si une partie importante de la population au sein de laquelle ils vivent devient hostile, c'est foutu. C'est ça l'histoire juive. Et c'est pas la peine de faire des discours du genre nous ne permettrons pas et nous allons leur montrer, etc. Ou d'organiser des petits groupuscules d'autodéfense. Il suffit que l'antisémitisme monte de quelques crans et tout le système défensif juif est détruit. Ou s'effondre. Pas parce que les Juifs sont des idiots, pas parce que les Juifs sont heureux, tout simplement parce que les Juifs sont une petite minorité. Tout simplement parce qu'ils sont une petite minorité. Alors, je voudrais conclure, si vous voulez bien, en deux points. C'est pas la catastrophe, ça n'est déjà plus les bonnes années. Quand je dis bonnes années, je veux dire bonnes années entre guillemets de l'antisémitisme. Ça n'est déjà plus les bonnes années. On est déjà dans une zone qui est une zone assez préoccupante, une zone non pas de catastrophe. Il y a plusieurs raisons qui permettent de dire qu'on ne va pas vers des catastrophes. C'est des raisons qui tiennent essentiellement à l'existence d'un État juif, avec la certitude que donne cet État juif que les Juifs ne seront jamais dans la situation des Juifs des années 30 qui n'avaient nulle part où aller. C'est pas que les autres ont changé. Les autres peuvent être très gentils à un moment et peuvent être très méchants à un autre moment. Les Juifs ne jouent pas un rôle dans cette affaire. Les Juifs sont trop petits, les Juifs sont pleins de bonne volonté, les Juifs sont courageux, les Juifs sont énergiques, les Juifs sont tout ce que vous voulez. Ils sont trop peu nombreux pour peser sur leur destin. C'est ça une des grandes leçons du sionisme. La communauté juive de diaspora, aussi bien organisée soit-elle et aussi courageuse soit-elle, ne peut pas peser sur son destin. Son destin dépend du rapport des forces qu'elle entretient avec ceux qui sont autour, et ceux qui sont autour sont par définition beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux. S'ils sont gentils, c'est merveilleux, c'est la joie. S'ils commencent à devenir méchants, c'est moins bon. Et s'ils sont vraiment méchants, c'est fini. Alors, je termine maintenant. Nous avons ce dont nous avons besoin, nous, juifs, dans une telle situation, juifs, c'est vrai aussi pour les Israéliens, et c'est vrai pour les Juifs de la diaspora, c'est une perception lucide du phénomène. Sans illusion concernant, sans trop de panique non plus, hein, sans trop de catastrophisme. Nous allons vers une période de turbulence, il y aura des hauts et des bas. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas nouveau dans notre histoire. On a une donnée de sécurité fondamentale qui est évidemment l'existence d'un État juif, avec tout ce que ça implique comme possibilité. Je termine, et c'est vraiment ma dernière phrase. J'ai comparé avec beaucoup de peine
J'avais 20 ans en 67 et j'étais à l'Union des étudiants de France et dans d'autres organisations. Pour nous, c'était merveilleux d'affronter l'antisémitisme. Tout allait bien. D'abord, c'était un bas niveau. C'était d'un niveau bas, donc c'est facile à affronter. Deuxièmement, il y avait la victoire israélienne de 67. Je pense avec beaucoup de douleur aux jeunes d'aujourd'hui. Avoir 20 ans aujourd'hui en diaspora, c'est pas facile. Dans une université, c'est pas facile. C'est pas facile.